Merci de nous joindre dans ce journal. Au sommaire, les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, annoncent condamner les rebelles du M23 et leurs alliés rwandais sur les fraudes des Lubero, Sake, Nyiragongo. Cependant, ils reconnaissent une percée à Bweremana, une agglomération du Nord Kivu, et la prise de Minova au sud du Kivu. Cette avancée ennemie menace des zones stratégiques et aggrave une crise humanitaire déjà critique dans l'est du pays. Malgré ces revers, l'armée affirme avoir infligé de lourdes pertes aux assaillants et appelle au calme face à la désinformation. Le président congolais Félix Tshisekedi vient de faire une année de son second mandat. La population trouve que la situation sécuritaire, sociale et économique reste précaire. Elle souhaite une attention particulière du chef de l'État pour améliorer les conditions de vie des Congolais et résoudre la crise sécuritaire à l'Est. C'est tout pour les sommaires. Bienvenue à suivre les détails. Les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, annoncent condamner les rebelles du M23 et leurs alliés rwandais sur les fraudes des Lubero, Sake, Nyiragongo, mais reconnaissent une percée à Bweremana, agglomération du Nord Kivu, et la prise des Minova au Sud Kivu. Cette avancée ennemie menace des zones stratégiques et aggrave une crise humanitaire déjà critique dans l'est du pays. Malgré ces revers, l'armée affirme avoir infligé une lourde perte aux assaillants et appelle au calme face à la désinformation. Suivez les récits avec Joël Tali. Dans un communiqué publié ce mardi 21 janvier, les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, précisent que les assauts de l'ennemi dans le sud de Lubero et autour de Sake et Nyiragongo ont été contenus. L'armée dit avoir infligé d'énormes pertes en hommes et en matériel à l'ennemi. Cependant, les FARDC reconnaissent que les rebelles appuyés par l'armée rwandaise ont réussi à s'infiltrer dans Bweremana et à prendre Minova, cité stratégique du territoire de Kalehe au sud Kivu. Des témoins locaux rapportent que les combattants du M23 se sont rapidement déployés pour consolider leur position autour de Minova. Ils ont pris des zones clés telles que Katale, Katiazo et des collines surplombant le lac Kivu. Selon Actualité Possédée, les rebelles ont tenu un meeting sur place affirmant leur intention de rouvrir les écoles et de rétablir la circulation sur la route nationale RN2 qui relie Minova à Goma via Sake et Bweremana. La progression des ennemis vers Kalunku et Nyabibwe, des localités proches des sites miniers et stratégiques, inquiète tout le monde. L'axe de Kalungu pourrait ouvrir un accès direct à l'aéroport de Kavumu, souligne notre source. L'occupation de Minova aggrave la situation humanitaire. Des milliers de déplacés, fuyant les affrontements de Masisi et Rutshuru, s'ajoutent aux plus de 700 000 déjà recensés dans la région de Buzi. Face à cette situation, les FARDC appellent la population au calme et dénoncent une désinformation massive diffusée par les forces adverses. L'armée affirme être déterminée à stopper les avancées du M23 et à rétablir la paix dans les zones affectées. Cette guerre du M23 pousse plusieurs personnes à fuir leur milieu de vie pour se concentrer dans les zones sécurisées, ce qui entraîne une crise humanitaire dans les milieux de déplacement. Les coordonnateurs humanitaires en RDC en a fait allusion ce lundi 20 janvier lors de son passage à l'office du gouverneur des provinces. Le phénomène de lynchage des personnes accusées de sorcellerie à l'incendie de leur maison a profondément perturbé les quotidiens des habitants de Kanyati, Kisungu, Mambale et Malepe dans les groupements de Malio en chefferie de Bachou. Cette situation a poussé de nombreuses familles à fuir et abandonnant leurs biens, tandis que d'autres appellent à mettre fin aux rumeurs pour préserver la cohésion sociale. Moto TV et la radio Moto Butembo Beni ont organisé un débat public à Kanyati dans le cadre de l'émission Sauti Aléo le dimanche 19 janvier 2025 pour aborder ces problèmes. Suivez ce reportage d'Nzanzouaïn Dassami rendu par Eugénie Moussibiro. C'est dans la salle du secteur catholique de Kanyati que les membres de la société civile, les autorités locales et certains participants ont pris part au débat public organisé par l'émission Sauti Aléo.
Cet échange a permis aux habitants de s'exprimer librement sur les défis auxquels il faut face. Paluku Mura Vangianiset, président de la société civile locale, a exprimé son inquiétude face à ces actes de violence perpétrés par les inconnus. Selon lui, la chasse aux présumés sorciers a contraint plusieurs familles à quitter la région pour se réfugier à Beni ou Butembo, abandonnant leurs biens, y compris leurs champs. L'année passée a été très malheureuse. Vous vous réveillez tout à coup autour de Bukama, Kisunga, on apprend qu'une personne a été tuée par les inconnus qui l'accusaient de la sorcellerie, malheureusement sans preuve. C'est pourquoi, qu'on soit sorcier ou pas, on est troublé de peur parce que ces tueurs peuvent venir chez toi. Aujourd'hui, tout le monde dort avec l'affaire au ventre. Les familles victimes de ces assaillants, les familles victimes de ces assassinats vivent avec une très grande peur. De son côté, Katungu Christine, mère de famille et habitante de Kanyati, a souligné que cette situation risque de réduire la population de cette zone. Elle a exhorté les habitants à cesser de propager des rumeurs afin d'éviter d'aggraver les tensions. Je suis vraiment inquiète. Je ne comprends plus les personnes de ce village. Les gens ne font que regarder les récoltes des autres. Si tu as par exemple les champs de tomates que tu entretiens comme il faut, c'est quand tu récoltes abondamment qu'on dira que tu es un sorcier et on te menace de mort. On entend parler des listes de gens qui doivent être égorgés. C'est pourquoi plusieurs habitants ont décidé de quitter ces villages par peur d'être tués inutilement. C'est à ce niveau que nous souffrons beaucoup. En 2024, plusieurs personnes ont été victimes de cette justice populaire et leurs maisons ont été échantillées. Cette recrudescence des violences continue d'alimenter l'inquiétude dans la région. Cela fait un an que le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a entamé son deuxième mandat à la tête de la République démocratique du Congo. Cette première année a suscité des réactions divergentes au sein de la classe politique. Moto TV a recueilli des avis, l'un des membres de la majorité présidentielle et un autre de l'opposition pour évaluer ces bilans. Suivez plus de détails dans cet élément de Bonampin Simanzekele rendu par quelques d'autres. C'était le 20 janvier 2024 que Félix-Antoine Tshisekedi a été investi président par la Cour suprême de la justice de la RDC après sa réélection. Depuis, il a œuvré à mettre en place les institutions dans un cours délai. Selon Tembosi Yotama, membre de la majorité présidentielle, le chef de l'État a montré sa volonté de rassembler la nation malgré les nombreux défis qu'il doit encore surmonter. Et on insiste sur les termes des gens. Le chef de l'État, ce qu'on peut retenir de lui, c'est que quand même, il a pu mettre à place les institutions dans un record moyennement bien calculé. Et notamment, l'installation du Parlement et son bureau, le Sénat et son bureau, ainsi que les gouvernements. Contrairement au jour passé, ça traînait jusqu'à aller dans plus d'une année lorsqu'on était dans le système FCC Cash. Et notre pays a plusieurs défis à relever. Et donc, quand on essaie de parcourir ces 365 jours que le chef de l'État vient de faire déjà, nous estimons qu'il y a encore trop à faire. Mais au moins, il a encore lancé le programme de gratuité de maternité. Certainement, on dirait que c'est une continuité, notamment le programme 144 territoires, notamment le programme de la gratuité, c'est juste une continuité. En revanche, l'opposition présentée par Strong Kaeni du PPRD
estime que le bilan du président est négatif. Elle déplore l'absence de réalisation des promesses faites au peuple congolais. Nous avons eu à assister à son installation et depuis cette installation, il s'est fixé certains objectifs, certainement. Et c'est sur base de ces objectifs que nous devons aussi porter notre jugement. Il a parlé de la stabilité politique, mais quand on essaie de voir la politique aujourd'hui en train de basculer, ce qui nous ramène tout justement à faire un peu beaucoup plus d'analyse là-dessus. Est-ce que ce qu'il a promis est en train de se réaliser ou ce qu'il a promis reste encore une lettre morte? Parce que vous savez que quand on est déjà un officiel, c'est-à-dire un homme politique, on devient comme une lettre qui doit être lue et par les lettrés, et voire même par des illettrés. On peut beaucoup plus tous ces aspects-là, si effectivement sont en train d'être réalisés au prorata de promesses qu'il avait effectuées en faveur de la population. Néanmoins, ce qui nous reste encore une fois comme point de débat ou nœud de débat dans sa gestion qu'il a dû effectuer pendant les 366 jours, c'est la question de l'insécurité. Aujourd'hui, l'Est de la République démocratique du Congo reste vraiment une partie arrogante où à tout prix nous devons nous attendre à toutes sortes de surprises, d'autant plus que depuis une année, nous sommes en train de vivre toujours la guerre et la guerre qui est en train juste de basculer et d'aller toujours à notre défaveur. Ce qui nous fait craindre effectivement pour ce qui est de l'efficacité et ce qui est de la réalisation de la pacification dans notre pays, comme le président de la République l'avait dit. Pour rappel, cette première année marque le début du second mandat obtenu par Félix Antoine Tshisekedi lors des élections du 20 décembre 2023. Un an après les débuts de son second mandat, le président Félix Tshisekedi fait face à un nombreux défis, notamment sécuritaires et socio-économiques, alors que les habitants de Butembo dénoncent l'aggravation de la situation des acteurs de la société civile, interpellent les pouvoirs sur la nécessité des réformes structurelles. Ces bilans mitigés reflètent les attentes des peuples en quête de la stabilité et du développement. Myriam Petitawiche pour les reportages. À l'occasion de cet anniversaire, diverses analyses ont été partagées sur l'état de la République démocratique du Congo sous la gouvernance de Félix Tshisekedi. Les habitants de Butembo, interrogés par Moto TV ce lundi 20 janvier 2025, disent un constat alarmant. Les sécurités restent omniprésentes, particulièrement dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, où l'activisme rebelle continue de causer des massacres et des destructions massives des maisons, des véhicules et des marchandises sont incendiés quotidiennement. La République démocratique du Congo connaît le bégaiement de son histoire, parce que concrètement, rien n'a changé, les lignes n'ont pas bougé. Prenons les secteurs sécuritaires par exemple. L'agression rwandaise ne fait qu'étendre sa zone d'influence en gagnant de nouveaux espaces en province du Nord Kivu, en province du Sud Kivu. Dernièrement, sur le territoire de Lubero qui a été conquis en grande partie par cette agression. Et elle est arrivée jusqu'à s'étendre même jusqu'à une partie du territoire de Walikale et une partie du territoire, en fait, Massissi étant déjà conquis presque en totalité, les territoires de Nyiragongo mêmement, les territoires de Rutshuru mêmement. Donc vous comprenez que sur le plan sécuritaire, sur ce côté-là, ça n'avance pas du tout. Outre la sécurité, la situation économique du pays inquiète également. Selon des acteurs sociaux, malgré les vastes ressources naturelles dont dispose la RDC, notamment plus de 80 millions d'hectares de terres arables, le pays peine à développer une industrie locale capable d'assurer son autosuffisance, notamment le manque d'une véritable politique de gestion et de valorisation des ressources pour répondre aux besoins de la population, dénonce le même acteur. La République démocratique du Congo a une économie extravertie, c'est-à-dire que nous dépendons plus de l'extérieur, jusqu'à la cure-dent que nous importons de l'extérieur, les denrées alimentaires que nous importons de l'extérieur. Et évidemment, vous allez comprendre, il y a des provinces comme le Grand Katanga, avec toutes les provinces
y contenus qui dépendent à 100% de la Zambie en termes de maïs. Par la démarche gouvernementale, investir dans le projet d'agriculture. Nous avons une économie qui est monosectorielle, qui dépend essentiellement des minéraux. Deux acteurs de la société civile, tels que Maître Serge du groupe de pression Jeunes Patriotes de Butembo et Anel Kamwanya de la Lucha, déplorent l'absence de progrès significatifs sur tout le plan. Pendant ces premières années de ce deuxième et dernier quinquennat, nous nous attendions à la pacification de la province du Nord Kivu et de la province de l'Ituri. Comme vous le savez, ce deuxième et dernier mandat du président de la République a été commencé à débuter alors que la province du Nord Kivu est secouée par l'agression rwandaise. Et nous nous attendions à ce que la priorité des priorités soit la pacification de la province du Nord Kivu. Sur le plan sécuritaire, par exemple, lorsqu'on veut sous-traiter notre sécurité, ça c'est un échec puissant. Et aujourd'hui, on est au Congo avec presque 4 forces étrangères qui sont en train de combattre aux côtés des FARDC, mais rien n'avance parce qu'il y a une confusion en fait. Il y a la force de la SADC qui est au Congo, qui ne combat pas, il y a ses alliés de mercenaires qui sont au Congo, il y a aussi les Ouazalendou qui sont autour des FARDC, mais avec une confusion qui n'est pas en train d'aider en fait les Congo à combattre les ennemis. À rappel, la sécurité reste un problème majeur à République démocratique du Congo depuis plus de 20 ans, alimenté par des rébellions locales et internationales. Ces défis restent un obstacle majeur au développement des pays pourtant riches en ressources naturelles. Les attentes envers le président Tshisekedi demeurent immenses alors que le peuple réclame des résultats concrets pour améliorer son quotidien. Entrepreneurs, commerçants, éleveurs et agriculteurs d'Issal et Boulambo appellent le gouvernement à ériger une banque ou une caisse d'épargne dans leur région. À l'absence de telles structures, ils se disent exposés au banditisme faute des lieux sûrs pour conserver leur argent. Des acteurs locaux initient des actions auprès de la direction nationale de la CADECO pour souligner l'urgence de cette situation. Reportage Gérard Mourefou. Issale Boulambo, cette localité à pleine croissance de la chefferie de Bachou, souffre depuis plus de 5 ans de l'absence de banques et caisses d'épargne. Les habitants affirment ne pas pouvoir sécuriser leurs biens et ressentent une grande vulnérabilité face au banditisme. Des témoignages que nous avons recueillis évoquent cette réalité. Guillaume Kakoulemouira, commerçant local, explique que leur sécurité financière est menacée car ils n'ont pas aucun endroit sûr pour stocker leur argent. Kassere Kassibiwa, président de la Fédération des entreprises du Congo, FEC dans la chefferie de Bachou, rappelle qu'une caisse paysanne avait été installée dans le passé à Boulambo, mais sans succès. Il insiste sur la nécessité urgente d'une solution pour protéger les entrepreneurs et les habitants des environs. Bon, le problème actuel, surtout nous n'avons pas la banque qui peut garder notre argent ainsi que d'autres raisons. Vraiment, oui, nous sommes exposés au banditisme parce que la banque n'existe pas ici. Auparavant, nous l'avions ici. Il y avait une caisse paysanne qui était ici depuis longtemps, mais à ce jour, ça n'existe plus. Face à cette situation, Gerkas Mate, acteur local, dit avoir officiellement saisi la directrice de la CADECO pour demander l'installation d'une caisse nationale dans la région. C'est dans cet angle que je me suis permis d'adresser une correspondance à la directrice générale de la CADECO en République démocratique du Congo. C'est une demande d'implantation de la CADECO au niveau de l'agglomération de Boulambo-Issale. Notre motivation est telle que, comme entité prospère, agricole, dynamique, nous avons des commerçants, nous avons des tenanciers de cash-point, nous avons des entreprises locales, mais tout leur cash, c'est entre les mains. Et ça, c'est une exposition totale. Voilà pourquoi nous avons estimé que
la Caisse générale de la République démocratique du Congo, qui est en train d'être implantée presque partout, dans les villes, dans chaque quartier, dans chaque commune. Nous pensons que notre entité est aussi éligible. Les habitants, notamment les commerçants, éleveurs et agriculteurs, alertent qu'ils hésitent à investir davantage tant que leur sécurité et celle de leurs biens ne sont pas garanties. Le professeur Eriké Sengimpia a exhorté les étudiants à intégrer l'évolution technologique dans leurs recherches scientifiques. Il a lancé cet appel lors d'une conférence scientifique organisée le 16 janvier dernier à l'Université de l'Assomption au Congo IAC. À l'issue de cette journée, les participants ont été sensibilisés aux qualités d'une recherche rigoureuse et efficace. Reportage Sacré Kangiti. Dans son intervention, le professeur Eriten Senkepia a mis en avant l'importance du deep learning, une technologie et un algorithme de l'intelligence artificielle. Il a souligné son utilité dans l'analyse, la modélisation et la quantification des données collectées sur le terrain. En outre, il a expliqué comment cette technologie peut être appliquée dans des domaines variés tels que le commerce électronique et la prévision des changements climatiques. L'analyse des données climatiques. Aujourd'hui, par exemple, nous avons un grand problème au niveau climatique. Et pour arriver à comprendre ces changements climatiques, les deep learning et la recherche quantitative peuvent nous aider. La deuxième étude de cas qu'on peut trouver, c'est l'étude de cas de type système de recommandation. Je peux utiliser le deep learning pour améliorer l'expérience des utilisateurs dans le commerce électronique. Les gens qui font le commerce électronique, on peut appliquer le deep learning pour créer ce qu'on appelle des systèmes de recommandation. Donc j'espère que le deep learning et la recherche quantitative sont des domaines qui peuvent nous aider nous tous, indépendamment des domaines ou de l'orientation, à bien mener nos recherches. Pendant ce temps, le professeur Olivier Olela a axé son exposé sur les principes fondamentaux d'une recherche de qualité. Selon lui, une recherche scientifique rigoureuse respecte les méthodes établies et reste ouverte aux critiques constructives des autres chercheurs. Il a également encouragé les étudiants et chercheurs à publier leurs travaux dans des revues scientifiques à libre accès afin de permettre à leurs pairs d'y contribuer. D'abord, la recherche, la première des choses, y a-t-il un problème à résoudre? Lorsqu'il y a un problème à résoudre, alors cette procédure à vouloir résoudre ces problèmes, c'est ce que j'appelle la recherche, mais pour résoudre un problème, il y a des préalables. D'abord, lorsque le problème apparaît, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui avait déjà été fait. D'abord, il faut savoir qu'est-ce qui a été fait. C'est ce qu'on appelle revue de littérature. Moi, je suis de cette école qui pense qu'on ne peut pas innover sans avoir compris ce que les autres ont fait. Et si vous regardez l'évolution du monde, c'était comme ça. Quelqu'un commence à résoudre un problème, mais chaque recherche a ses limitations. Il s'arrête à un niveau. L'autre qui vient, il améliore, ainsi de suite. Et c'est ça qui amène à l'innovation. D'ailleurs, les meilleurs journaux de tous les temps, ce sont les journaux qui sont gratos. Par exemple, un journal de l'université. Alors, mieux vaut publier dans un journal où vous savez que mon manuscrit sera reviewé. Parce que si le manuscrit est reviewé, même si tu as fait une erreur, parce que si le review est bien fait, tu peux améliorer ton article. Comprenez? Ça te permet, parce que le rapport des reviewers, il va te dire, les problèmes à tel niveau, les problèmes à tel niveau, vous les travaillez. Cette conférence s'inscrit dans le cadre des activités para-académiques organisées par le Centre de recherche interdisciplinaire de l'UAC. Selon les responsables, il s'agit de la première d'une série d'activités prévues pour accompagner les étudiants et chercheurs tout au long de l'année académique. Vous avez été des nôtres à suivre ces journaux. Merci vraiment d'avoir suivi. C'est par là que nous mettons fin à ces journaux. Et merci encore de l'avoir suivi. Bon suite des programmes à Moto TV.